Imaginez un instant que vous découvriez les secrets psychologiques les plus sombres du pouvoir absolu, ces mécanismes interdits que les puissants utilisent depuis des siècles pour manipuler, contrôler et dominer. Machiavel, dans ses écrits les plus secrets, a révélé une vérité terrifiante. Le pouvoir absolu ne corrompt pas seulement, il transforme complètement la psyché humaine d'une manière si profonde que ceux qui l'atteignent deviennent littéralement une autre espèce d'être humain. Pourquoi les leaders les plus cruels de l'histoire semblaient-ils si normaux avant d'accéder au pouvoir? Comment des individus ordinaires peuvent-ils orchestrer des génocides, manipuler des millions de personnes et dormir paisiblement la nuit? La réponse se trouve dans ce que j'appelle la psychologie interdite du pouvoir absolu, un ensemble de mécanismes psychologiques si dangereux qu'ils sont rarement enseignés dans les écoles, rarement discutés ouvertement, car ils révèlent la véritable nature de l'être humain face au pouvoir ultime. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ces secrets. Vous allez comprendre pourquoi le pouvoir absolu ne se contente pas de corrompre, il rewire littéralement le cerveau humain. Vous découvrirez les 3 phases psychologiques que traverse toute personne qui accède au pouvoir absolu et surtout, comment reconnaître ces signaux chez les leaders actuels. Cette connaissance peut vous sauver. Elle peut sauver nos démocraties, car celui qui comprend ces mécanismes peut les détecter, les anticiper et s'en protéger. Préparez-vous à un voyage dans les recoins les plus sombres de la psyché humaine. Machiavel n'était pas seulement un théoricien politique. Il était un psychologue avant la lettre, un anatomiste de l'âme humaine face au pouvoir. Dans ses observations secrètes des Médicis et des Borgia, il a découvert une vérité que même lui hésitait à coucher sur papier. Le pouvoir révèle l'homme, écrivait-il dans ses notes personnelles. Mais ce qu'il a vraiment découvert va bien au-delà. Le pouvoir ne révèle pas qui nous sommes, il nous transforme en ce que nous n'étions pas destinés à être. Nietzsche l'a compris plus tard avec son concept de volonté de puissance. Mais là où Nietzsche voyait une force créatrice, Machiavel avait identifié la mutation psychologique. Quand un être humain obtient le pouvoir de vie et de mort sur d'autres, son cerveau active des circuits neurologiques primitifs qui étaient dormants. Carl Jung appelait cela l'ombre du pouvoir, cette partie de la psyché qui sommeille chez l'individu normal, mais qui s'éveille violemment chez celui qui détient l'autorité absolue. C'est pourquoi tant de leaders commencent avec de nobles intentions et finissent par devenir des monstres. Le philosophe allemand Hannah Arendt a identifié le mécanisme central, la banalité du mal. Les plus grands tyrans ne sont pas nés maléfiques, ils ont été transformés par la machine psychologique du pouvoir absolu. Mais voici le secret que Machiavel a gardé. Cette transformation suit toujours le même pattern, les mêmes 3 phases psychologiques. Phase 1, l'ivresse. Le leader découvre qu'il peut imposer sa volonté sans conséquence. Phase 2, la paranoïa. Il réalise que d'autres veulent son pouvoir. Phase 3, la déshumanisation. Il cesse de voir les autres comme des êtres humains. Cette progression n'est pas morale, elle est neurologique. Le pouvoir absolu rewire littéralement les connexions cérébrales. Joseph Djougashvili était un séminariste géorgien, timide et studieux, qui rêvait de devenir prêtre. Ses camarades le décrivaient comme introverti, même fragile. Comment ce jeune homme sensible est-il devenu Staline, l'homme qui a orchestré la mort de millions de personnes? La réponse réside dans la progression psychologique que Machiavel avait identifiée. Phase 1, l'ivresse, 1917-1924. Quand Staline découvre qu'il peut faire disparaître ses opposants politiques, quelque chose se brise dans son cerveau. Les neurosciences modernes nous montrent que le sentiment de pouvoir active la dopamine de manière similaire à une drogue. Staline commence à éliminer ses rivaux, d'abord par nécessité politique, puis par plaisir psychologique. Phase 2, la paranoïa, 1924-1934. Staline réalise que d'autres conspirent contre lui. Mais voici le piège psychologique. Le pouvoir absolu crée une paranoïa justifiée. Plus il élimine d'opposants, plus il en crée. Son cerveau entre dans un état d'hypervigilance permanent. Il commence à voir des ennemis partout, même chez ses plus fidèles alliés. Phase 3, la déshumanisation, 1934-1953. Staline cesse de percevoir les autres comme des êtres humains. Les neuroscientifiques appellent cela l'empathie sélective. Son cerveau compartimente. Il peut pleurer devant un film, mais ordonner l'exécution de millions de paysans ukrainiens le lendemain. Le plus terrifiant, Staline n'était pas un psychopathe né.
Les tests psychologiques de sa jeunesse le montrent comme un individu normal, même empathique. C'est le pouvoir absolu qui l'a transformé en machine à tuer. Cette transformation n'est pas unique à Staline. Mao, Pol Pot, Hitler, tous ont suivi exactement le même pattern psychologique. Le pouvoir absolu ne choisit pas les monstres, il les crée. Vous pensez que ces mécanismes appartiennent au passé? Détrompez-vous. Ils opèrent aujourd'hui même dans nos entreprises, nos gouvernements, nos institutions. Prenez l'exemple d'Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos. Étudiante brillante à Stanford, idéaliste, elle voulait révolutionner la médecine pour sauver des vies. Les témoignages de ses professeurs la décrivent comme quelqu'un d'empathique, passionné par l'aide aux autres. Mais observez sa transformation à travers le prisme de Machiavel. Phase 1. L'ivresse. Quand Holmes découvre qu'elle peut mentir aux investisseurs et lever des millions, son cerveau s'habitue au pouvoir de manipulation. Elle commence petit, exagérer les capacités de sa technologie. Puis, elle découvre qu'elle peut tromper des conseils d'administration entiers. Le pouvoir de contrôler la réalité devient addictif. Phase 2. La paranoïa. Holmes réalise que des scientifiques remettent en question sa technologie. Plutôt que d'admettre les limites, elle entre en mode survie psychologique. Elle licencie les contestateurs, menace juridiquement les whistleblowers, isole son entreprise du monde extérieur. Son cerveau interprète toute critique comme une menace existentielle. Phase 3. La déshumanisation. Holmes cesse de voir les patients comme des êtres humains. Elle sait que ses tests sanguins sont défaillants, mais continue à les commercialiser. Dans son esprit, les patients deviennent des variables statistiques acceptables dans son grand dessein. Le plus troublant, cette transformation s'opère en seulement quelques années. Le pouvoir moderne, médiatique, financier, technologique accélère le processus de corruption psychologique. Regardez autour de vous. Combien de leaders tech, politiques, financiers suivent exactement ce même pattern? Ils commencent avec de nobles intentions, puis l'ivresse du pouvoir les transforme progressivement en prédateurs sophistiqués. La différence avec les tyrans historiques, aujourd'hui, cette transformation se fait sous nos yeux, en temps réel, streamée sur les réseaux sociaux. Voici la vérité que les neurosciences révèlent enfin. Le pouvoir absolu modifie physiquement la structure du cerveau humain. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neuroplasticité pure. Dr Dasher Keltner de Berkeley a mené des études révolutionnaires. Quand une personne acquiert du pouvoir, 3 zones cérébrales se transforment de manière mesurable. Le cortex préfrontal médian, responsable de l'empathie, se contracte littéralement. Les neurones qui nous permettent de sentir la douleur d'autrui s'atrophient. C'est pourquoi les leaders puissants peuvent ordonner des licenciements massifs sans ressentir d'émotion. Le système de récompense dopaminergique s'hypertrophie. Chaque acte de domination devient addictif, comme une drogue. Le cerveau du leader commence à avoir besoin de doses croissantes de pouvoir pour ressentir la même satisfaction. L'amygdale, centre de la peur, entre en hyperactivité chronique. Paradoxalement, plus on a de pouvoir, plus on a peur de le perdre. Cette peur devient obsessionnelle, dévorant toute autre considération. Mais voici le mécanisme le plus pervers, ce que les psychologues appellent l'effet de désindividuation morale. Quand quelqu'un détient un pouvoir absolu, son cerveau cesse de traiter les autres comme des individus uniques. Ils deviennent des catégories, alliés, ennemis, neutres. C'est pourquoi Staline pouvait pleurer à l'opéra le soir et signer des ordres d'exécution le matin. Son cerveau avait compartimenté. D'un côté l'art, qui touchait encore son humanité résiduelle, de l'autre la gestion des ressources humaines, où l'empathie était neuralement déconnectée. Le plus terrifiant, cette transformation commence en moyenne après seulement 6 mois d'exercice d'un pouvoir significatif, et elle est largement irréversible. Machiavel l'avait intuité il y a 500 ans. Le pouvoir ne corrompt pas l'homme, il révèle sa véritable nature neurologique. Mais le pouvoir absolu ne transforme pas seulement celui qui le détient, il rewire aussi psychologiquement ceux qui le subissent. Machiavel avait identifié ce qu'il appelait la complicité inconsciente des masses. Voici le mécanisme pervers. Quand un leader entre dans la phase de pouvoir absolu, il déclenche chez les masses 3 réponses psychologiques automatiques que nos ancêtres développaient face aux prédateurs alpha. Première réponse, l'identification à l'agresseur. Freud l'avait observé, mais Machiavel l'avait anticipé. Face à un pouvoir écrasant, une partie de la population s'identifie inconsciemment au tyran.
Ils deviennent ses plus fervents défenseurs, non par conviction, mais par survie psychologique. Si je pense comme lui, je ne risque rien. Deuxième réponse, la banalisation progressive. Hannah Arendt l'a documenté avec les nazis. Chaque transgression morale du leader est d'abord choquante, puis normalisée. Le cerveau humain s'adapte pour réduire la dissonance cognitive. Ce n'est peut-être pas si grave, devient « c'est même nécessaire ». Troisième réponse, la paralysie du témoin. Plus le pouvoir du leader augmente, plus les individus se sentent impuissants individuellement. Ils attendent que quelqu'un d'autre agisse. Cette diffusion de responsabilité crée une paralysie collective. L'exemple le plus glaçant, l'Allemagne nazie. En 1933, la majorité des Allemands n'étaient pas antisémites. En 1943, une large portion de la population participait activement ou passivement à l'Holocauste. Pas par conviction idéologique, par adaptation psychologique progressive. Aujourd'hui, observez comment ces mécanismes opèrent avec les leaders autoritaires modernes. Leurs supporters les plus fervents ne sont pas nécessairement ceux qui partagent leurs idées. Ce sont ceux dont le cerveau s'est adapté psychologiquement à leur domination. Le plus terrifiant, cette transformation collective peut s'opérer en quelques mois seulement, grâce aux réseaux sociaux qui accélèrent la propagation des adaptations psychologiques. Nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes tous vulnérables à ces mécanismes. Mais le pouvoir absolu ne transforme pas seulement celui qui le détient, il rewire aussi psychologiquement ceux qui le subissent. Machiavel avait identifié ce qu'il appelait la complicité inconsciente des masses. Voici le mécanisme pervers. Quand un leader entre dans la phase de pouvoir absolu, il déclenche chez les masses 3 réponses psychologiques automatiques que nos ancêtres développaient face aux prédateurs alpha. Première réponse, l'identification à l'agresseur. Freud l'avait observé, mais Machiavel l'avait anticipé. Face à un pouvoir écrasant, une partie de la population s'identifie inconsciemment au tyran. Ils deviennent ses plus fervents défenseurs, non par conviction, mais par survie psychologique. Si je pense comme lui, je ne risque rien. Deuxième réponse, la banalisation progressive. Hannah Arendt l'a documenté avec les nazis. Chaque transgression morale du leader est d'abord choquante, puis normalisée. Le cerveau humain s'adapte pour réduire la dissonance cognitive. Ce n'est peut-être pas si grave, devient « c'est même nécessaire ». Troisième réponse, la paralysie du témoin. Plus le pouvoir du leader augmente, plus les individus se sentent impuissants individuellement. Ils attendent que quelqu'un d'autre agisse. Cette diffusion de responsabilité crée une paralysie collective. Mais que se passe-t-il dans votre propre psyché quand vous êtes confronté au pouvoir absolu ? Machiavel avait identifié ce qu'il appelait la mort de l'âme individuelle, un processus psychologique qui détruit progressivement votre identité personnelle. Première étape, la fragmentation de l'identité. Face au pouvoir absolu, votre cerveau crée automatiquement plusieurs versions de vous-même. Il y a le vous authentique, que vous gardez secret, le vous public, qui dit ce que le pouvoir veut entendre, et le vous adaptatif, qui rationalise vos compromissions. Cette fragmentation génère une anxiété existentielle profonde. Deuxième étape, l'érosion de l'agentivité personnelle. Vous commencez à croire que vos choix n'ont plus d'importance. Je ne suis qu'un petit rouage, je ne peux rien y changer. Cette illusion d'impuissance devient une prophétie autoréalisatrice. Vous cessez d'essayer de résister, ce qui confirme votre impuissance. Troisième étape, la corruption de vos valeurs fondamentales. Le plus insidieux, vous ne trahissez pas vos valeurs d'un coup, vous les rationalisez progressivement. C'est temporaire, c'est pour le bien commun, je pourrais faire pire ailleurs. Votre esprit critique s'atrophie pour réduire la dissonance cognitive. L'exemple le plus troublant, les fonctionnaires ordinaires du régime nazi. Hannah Arendt a étudié Adolf Eichmann, un bureaucrate banal qui a organisé la logistique de l'Holocauste. Il n'était pas un psychopathe, juste un homme ordinaire dont l'âme individuelle avait été progressivement détruite par l'exposition au pouvoir absolu. Aujourd'hui, combien d'employés dans des entreprises toxiques, des gouvernements corrompus, des institutions dysfonctionnelles vivent cette même fragmentation? Ils savent que ce qu'ils font est mal, mais leur psyché s'est adaptée pour survivre. Le signal d'alarme, quand vous commencez à vous dire « je n'ai pas le choix », c'est le moment exact où votre âme individuelle commence à mourir.
Machiavel l'avait compris, le véritable pouvoir du tyran n'est pas de vous tuer physiquement, c'est de tuer qui vous êtes vraiment, de l'intérieur. L'exemple le plus glaçant, l'Allemagne nazie. En 1933, la majorité des Allemands n'étaient pas antisémites. En 1943, une large portion de la population participait activement ou passivement à l'Holocauste. Pas par conviction idéologique, par adaptation psychologique progressive. Aujourd'hui, observez comment ces mécanismes opèrent avec les leaders autoritaires modernes. Leurs supporters les plus fervents ne sont pas nécessairement ceux qui partagent leurs idées. Ce sont ceux dont le cerveau s'est adapté psychologiquement à leur domination. Le plus terrifiant, cette transformation collective peut s'opérer en quelques mois seulement, grâce aux réseaux sociaux qui accélèrent la propagation des adaptations psychologiques. Nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes tous vulnérables à ces mécanismes. Mais il existe des antidotes. Machiavel les avait identifiés en étudiant ceux qui avaient résisté aux Borgia. Ces stratégies psychologiques peuvent sauver votre âme individuelle face au pouvoir absolu. Première arme, la vigilance métacognitive. Vous devez développer une partie de votre esprit qui observe constamment vos propres pensées. Quand vous vous surprenez à rationaliser l'inacceptable, cette sentinelle interne doit tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi suis-je en train de justifier cela? Cette autosurveillance empêche la corruption progressive de vos valeurs. Deuxième arme, l'ancrage dans l'absolu moral. Identifiez 3 à 5 principes moraux non négociables, votre ligne rouge personnelle. Écrivez-les, relisez-les régulièrement. Quand le pouvoir tente de vous faire franchir cette ligne, votre cerveau aura des référentiels clairs pour résister. Dietrich Bonhoeffer l'avait compris. Face au nazisme, il avait ancré sa résistance dans des absolus moraux inébranlables. Troisième arme, la communauté de résistance. L'isolement rend vulnérable au pouvoir absolu. Créez un cercle de personnes qui partagent vos valeurs fondamentales et qui peuvent vous rappeler qui vous êtes vraiment. Pas des alliés politiques, des gardiens de votre âme. Ils doivent avoir permission de vous confronter quand vous déviez. Quatrième arme, la documentation de la vérité. Tenez un journal secret de ce que vous observez. Écrivez la réalité sans filtre. Cette pratique empêche la réécriture progressive de votre mémoire, un mécanisme par lequel le pouvoir absolu vous fait oublier comment les choses étaient avant. Cinquième arme, l'action micro-résistance. Vous ne pouvez peut-être pas renverser le système, mais vous pouvez poser des actes quotidiens de résistance micro-dosée. Protéger un collègue, dire non à une petite compromission, maintenir une zone d'intégrité personnelle. Ces actes nourrissent votre agentivité personnelle. La clé? Commencez avant d'être exposé au pouvoir corrupteur. Une fois pris dans l'engrenage, la résistance devient exponentiellement plus difficile. Machiavel l'avait écrit dans ses notes secrètes. L'homme libre n'est pas celui qui n'a pas de maître, mais celui qui choisit ses chaînes. Si nous comprenons maintenant les mécanismes psychologiques du pouvoir absolu, comment restructurer nos sociétés pour les prévenir? Machiavel avait esquissé des solutions que nous devons adapter à notre époque. Première solution, la rotation obligatoire du pouvoir. Aucun individu ne devrait exercer un pouvoir significatif pendant plus de 4 à 6 ans, la durée avant que la corruption neurologique devienne irréversible. Cela s'applique aux PDG, aux juges, aux dirigeants politiques, même aux recteurs d'université. La limitation temporelle protège autant le leader que la société. Deuxième solution, la transparence radicale. Tout détenteur de pouvoir devrait être soumis à une surveillance constante et publique. Non pas pour le punir, mais pour l'aider à résister à la corruption psychologique. Quand vous savez que vos décisions sont observées, votre cerveau maintient ses circuits empathiques actifs. Troisième solution, la dilution systématique du pouvoir. Aucune décision majeure ne devrait être prise par une seule personne. Les systèmes de contre-pouvoir ne suffisent pas, il faut des systèmes de co-pouvoir. 3 personnes minimum pour toute décision affectant plus de 100 vies. Quatrième solution, l'éducation à la résistance psychologique. Enseigner dès l'école primaire comment reconnaître et résister aux mécanismes de pouvoir absolu. Pas de l'éducation civique abstraite, de la psychologie appliquée concrète. Comment dire non, comment maintenir son intégrité, comment résister à la pression sociale. Cinquième solution, la valorisation culturelle de la résistance.
Nos héros culturels ne devraient pas être ceux qui accumulent le pouvoir, mais ceux qui y résistent. Célébrez les whistleblowers, les objecteurs de conscience, ceux qui choisissent l'intégrité plutôt que l'influence. L'objectif n'est pas d'éliminer le pouvoir, c'est impossible et dangereux. L'objectif est de le structurer pour qu'il ne puisse jamais devenir absolu, de le distribuer pour qu'il reste humain. Ces solutions existent déjà partiellement dans certaines démocraties, certaines entreprises, certaines communautés. Mais nous devons les systématiser, les généraliser, les renforcer. Car l'alternative, continuer à produire des Staline, des Holmes, des tyrans en costume-cravate qui détruisent des vies avec le sourire. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais le pouvoir bien structuré peut libérer l'humanité. Nous voici au bout de ce voyage dans les recoins les plus sombres de la psyché humaine. Et maintenant, une question vous brûle probablement les lèvres. Que faire de cette connaissance ? Machiavel lui-même a lutté avec ce dilemme. Fallait-il révéler ses secrets au risque qu'ils soient utilisés par les mauvaises personnes ou les garder secrets au risque que les bonnes personnes restent désarmées ? Il a choisi de révéler. Et aujourd'hui, vous détenez cette même connaissance interdite. Regardez autour de vous. Dans votre entreprise, votre gouvernement, vos institutions, combien de leaders suivent exactement le pattern que nous venons de décortiquer ? Phase 1, l'ivresse du pouvoir. Phase 2, la paranoïa. Phase 3, la déshumanisation. Vous les reconnaissez maintenant, n'est-ce pas ? Leur micro-expression, leur rationalisation, leur transformation progressive d'êtres humains en machines de pouvoir. Cette connaissance vous rend responsable, car désormais, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». Vous savez. Vous comprenez les mécanismes, vous pouvez les détecter, les anticiper, y résister. Mais surtout, et c'est là que Machiavel rejoint Bonhoeffer, vous avez maintenant le pouvoir de protéger les autres, de les avertir, de les éduquer, de créer ces communautés de résistance dont nous avons parlé. L'histoire nous juge non pas sur ce que nous savons, mais sur ce que nous faisons de ce que nous savons. Alors voici ma question finale, celle qui déterminera le cours de votre existence. Allez-vous utiliser cette connaissance pour vous protéger uniquement, ou allez-vous devenir un gardien de l'humanité face au pouvoir absolu ? Car en ce moment même, quelque part, un futur tyran fait ses premiers pas dans la phase 1. Et la seule chose qui peut l'arrêter, c'est des gens comme vous, armés de cette compréhension. Si cette révélation a ébranlé quelque chose en vous, si elle a allumé cette flamme de résistance dans votre âme, partagez cette connaissance. Faites que d'autres ouvrent les yeux. Ensemble, nous pouvons briser le cycle du pouvoir absolu. Laissez un like si vous êtes prêt à devenir un gardien de l'humanité. Abonnez-vous pour rejoindre cette communauté de résistance psychologique et surtout, partagez, car chaque personne éveillée est une victoire contre la tyrannie. L'avenir de notre humanité en dépend.